boisson est offerte, qu'il n'y ait pas de madone là-dessus. Hein, à la fin de la réunion, il y a un buffet qui vous est offert. Et si vous voulez boire un coup maintenant, il faut sortir votre porte-monnaie. Voilà, qu'on soit bien au clair là-dessus. Nous avons une petite nouveauté pour cette fois-ci. Vous avez trouvé sur vos tables, où mes collègues vous l'ont remis, une courte note réalisée par le service documentation de la ville de Rennes-sous-Bois, relative, vous donnant quelques éléments de contexte. Voilà, je vous propose de ne pas perdre plus de temps. Vous savez, il est 20h13. Monsieur Gombref a déjà dit qu'il fallait tous les 15 minutes, pas 13, pas 17, 15. Alors on va entrer dans le vif, on a 2 heures devant nous. Michel Gombref, vous êtes sociologue, professeur des universités à l'université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Vous travaillez depuis, j'ose le dire, une vingtaine d'années dans les quartiers populaires sur les questions de sécurité, d'addiction, de drogue, de politisation des citoyens. Et votre dernier ouvrage, notre partenaire librairie Folie d'encre ne va pas tarder à arriver, je suppose, qui vient de sortir ces mois-ci, en janvier, se nomme « Refaire la cité pour une autre politique des banlieues ». Ouvrage d'ailleurs que vous avez co-rédigé avec votre compère Didier Lapéronie, qui est loin d'être un inconnu à Aulnay-sous-Bois, puisque Didier Lapéronie est le sociologue qui anime l'université populaire des parents, avec le centre social des 3 quartiers. Donc le Café Citoyen vous propose durant 15 minutes de répondre aux questions suivantes. Peut-on restreindre la question de l'insécurité à celle de la délinquance? Une fois cela posé, la délinquance est une réalité perçue et une réalité vécue. Une ville de banlieue telle qu'Aulnay-sous-Bois présente-t-elle des spécificités de ce point de vue? Je vous cède la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci de cette invitation à débattre. Alors effectivement, la question qui m'a été posée, donc je vais la répéter parce que c'est important. Peut-on restreindre l'insécurité à la délinquance? Si on me pose cette question, c'est que moi je trouve que j'ai pas mal travaillé effectivement sur différents aspects des quartiers populaires, de leur transformation, leur complexité. Et ce que je voudrais en fait pour cet exposé, c'est aborder 3 points. Le premier point, c'est que quand même sur ce débat, il me semble nécessaire de réintroduire des éléments de contexte, de contextualisation. Alors c'est peut-être une déformation des sociologues, mais je pense que aussi bien les acteurs dans leur multiplicité, leur diversité, que les élus, que les chercheurs, évidemment, sont toujours un rapport. C'est toujours important de clarifier le contexte. En même temps, je voudrais effectivement faire une réponse de Normand à la question, c'est-à-dire évidemment la sécurité ne se restreint pas à la délinquance, et donc je voudrais essayer de vous expliquer en quoi, mais en même temps, effectivement, la sécurité c'est aussi la délinquance, et il ne s'agit pas de la masquer, il ne s'agit pas de la nier, il ne s'agit pas de l'euphémiser par un je ne sais quel sentiment d'insécurité, elle est bien là. Et je dirais dans la France des banlieues, bon, pour dire que je ne parle pas spécifiquement d'Aulnay. Et puis il me semble qu'il faut forcément aborder un troisième point, qui est de considérer qu'au fond, alors le sous-titre du livre, c'est pas une autre politique des banlieues, mais c'est l'avenir des banlieues. C'est considérer qu'effectivement, il n'y a pas de fatalité, on n'a pas forcément à désespérer, y compris politiquement, de la situation dans laquelle on se trouve en France et en particulier dans les banlieues et les quartiers populaires, et que donc on peut envisager d'autres manières de traiter les choses, et je poserai quelques cailloux, mais je suis sûr que c'est un point, ce sont des points qui seront abordés par les autres participants à ce débat et vous-même. Alors sur les éléments de contextualisation, je dirais que, bon, il y a quand même une chose forte qu'il ne faut jamais oublier, que peut-être aujourd'hui, c'est plus facile de le rappeler, c'est quand même l'ampleur de la dégradation sociale, le fait que quand même dans un certain nombre de quartiers, bon j'étais ce week-end à Marseille, mais on pourrait multiplier les exemples, la situation se dégrade. Alors évidemment quand on parle aux gens de la crise, ça leur fait une belle jambe parce que la crise ça fait 40 ans qu'ils la vivent, et donc pour la pauvreté il n'y a pas de crise, mais néanmoins on voit bien statistiquement par exemple les effets de la crise des subprimes
en 2007, en 2008, sur le taux d'activité, sur le taux de chômage. On voit bien que cela touche plus les zones dites urbaines sensibles que les agglomérations de référence. Et évidemment, le problème c'est le chômage, c'est le non-emploi, mais c'est aussi la précarité, c'est aussi la monoparentalité. Et on voit bien que la paupérisation s'est amplifiée ces dernières années. Elle s'est amplifiée avec un processus de ghettoisation. On reviendra peut-être sur ce terme-là, d'enfermement des quartiers sur eux-mêmes. Et je dirais aussi qu'il y a d'autres symptômes qui montrent que la situation est lourde, qu'on a affaire à des processus lourds. C'est par exemple l'abstention lors des élections, que l'on peut lire comme un effet de la décomposition des milieux populaires, de la fin des banlieues rouges, du chômage, de la précarité, etc. Donc je pense que sans vouloir noircir le tableau, on est face à du lourd, et que du coup aussi, les solutions avec beaucoup de guillemets qu'on pourrait envisager sont à exprimer avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est très important dans la contextualisation, me semble-t-il, c'est que, en gros, je vais le dire rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et parce que, au fond, la subtilité, on la trouve plus dans les livres, c'est l'échec des politiques publiques. C'est qu'on voit bien que depuis quand même une dizaine d'années, les politiques publiques qui ont été menées, tant du point de vue sécurité que du point de vue de la rénovation urbaine, je ne dis pas que ce sont partout des échecs, mais en tout cas, ces politiques n'ont pas atteint les objectifs atteints. Elles ont peut-être même contribué à produire des effets pervers et à être pire que le mal, à enflammer un peu plus la situation. Je pense que sur le terrain sécuritaire, on l'a observé à de nombreuses reprises. Sur le terrain de la rénovation urbaine, il faudrait beaucoup de temps pour le détailler, mais on voit bien que la physionomie des quartiers change, mais que l'égalité, la mixité sociale, pardon, n'est pas forcément au rendez-vous. Or, c'est un objectif de la rénovation urbaine. Et la lutte contre les concentrations ethniques n'est pas non plus forcément au rendez-vous. Or, c'est un objectif important, c'est ce qui justifiait en particulier les 44 milliards qui ont été consacrés à la rénovation urbaine en France. Et entre le sécuritaire et, je dirais, la rénovation urbaine, il y a le travail social. Et là aussi, je dirais très rapidement, mais pour y revenir peut-être plus dans la discussion avec nuance, que les politiques publiques, elles ont contribué un peu à invalider les travailleurs sociaux. Elles ont contribué à les invalider, à les rendre impuissants, à leur faire perdre leur crédibilité, ou à leur demander autre chose. Faites de la tranquillité publique, au fond, c'est ça qui nous intéresse. La prévention de la délinquance, la prévention spécialisée auprès des jeunes, bon, c'est peut-être pas central. Donc je dirais qu'on n'est quand même pas sur un champ de ruines, parce que la politique, notamment de la ville, a eu des succès dans un certain nombre d'endroits, parfois, mais globalement, on est quand même face à une situation quand même assez partagée, me semble-t-il. Il me semble qu'il y a un diagnostic relativement partagé en France sur cet échec des politiques publiques, bon, qui correspondent quand même, et je me permets de le dire parce que je suis sociologue, mais je suis aussi engagé, à 10 ans de sarkozysme. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi le produit de 10 ans de sarkozysme. Et c'est le troisième point, à mon avis, qu'on peut invoquer dans la contextualisation, c'est que, en même temps que ce tableau est effectivement assez noir, j'en conviens, la paupérisation plus l'échec des politiques publiques, qui n'ont pas empêché la ghettoisation, hein, au fond c'est ça, qui n'ont pas empêché les émeutes, qui n'ont pas empêché les réseaux de trafiquants. On voit bien qu'il y a une mise en débat de ce que pourrait être une autre politique, et je pense qu'on est là un petit peu pour cela ce soir, c'est-à-dire ce que pourrait être une autre politique de la vie, de la sécurité, ce que pourrait être aussi une autre manière de faire de la politique, en considérant que peut-être que la manière dont on fait de la politique aujourd'hui a vécu, suscite beaucoup de méfiance, d'hostilité, voire d'indifférence, et qu'il y a des gisements pour faire en sorte que la politique ne soit plus l'affaire de quelques-uns, mais qu'elle soit l'affaire de tous. Et au fond, si dans notre livre « Refaire la cité », on considère que le problème des banlieues est fondamentalement politique, et donc qu'il appelle une solution politique, c'est dans ce sens très banal du terme, où les problèmes particuliers font partie de l'espace général. Alors je vais revenir sur ces éléments de contextualisation, mais encore une fois, il me semble qu'en ce moment, il y a comme un frétillement, on sent bien que ce qu'on a fait ne marche pas bien, on ne sait pas exactement ce qu'on pourrait faire à la place, mais on innove, on se dit qu'il y a des pistes, et encore une fois, je pense qu'on est là aussi pour en discuter. Alors, sur l'insécurité, je me permettrai de rappeler que, et j'aborde le fond de la question qui m'est posée, je me permettrai de rappeler quand même que l'insécurité est d'ordre civil, mais elle est aussi sociale. Et les deux font la paire. Un grand sociologue qui a disparu récemment, Robert Castel, l'a très bien montré. Hein, l'insécurité civile, elle est liée à la délinquance, elle est liée aux incivilités, bien sûr, elle est liée à la violence qui existe dans nos quartiers comme ailleurs d'ailleurs,
Mais la sécurité est aussi sociale. Elle est aussi liée aux conditions de travail, à la précarité, à la vulnérabilité, à l'absence de droits, à un modèle d'État social qui continue à fonctionner. Vous voyez quand même en Angleterre, mais quand même on sent bien un peu assailli. Alors, ce qu'on pourrait dire, une fois qu'on a précisé cette double acception de la sécurité, c'est qu'effectivement on a assisté, on ne va pas faire une bataille de chiffres, dans les années 80, 90, à une explosion de la délinquance. Bien. Cette explosion de la délinquance est allée de pair avec une montée en puissance de l'insécurité. Je veux dire par là que l'insécurité c'est deux choses. D'une part, je risque de me faire agresser, j'ai peur pour mes enfants, je suis dans des situations effectivement où je suis réellement menacé et agressé, mais en même temps l'insécurité c'est aussi une préoccupation. Ce qui fait que des gens qui ne sont pas exposés directement à l'insécurité ou à la violence peuvent être préoccupés en tant que problème public par la question de l'insécurité. Et je dirais que avec ce développement de l'insécurité, avec aussi son exploitation médiatique, politique, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir, aujourd'hui, au fond, les gens dans les cités ne savent plus à qui ils ont affaire. Et c'est ça qui change complètement, et c'est ça qui fait que l'insécurité n'est pas que la délinquance, c'est-à-dire que l'insécurité, elle peut être partout. Au fond, chacun peut être un délinquant, une balance qui sait. Le régime de la méfiance se met en place à partir du moment où on ne sait plus exactement à qui on a affaire, à partir du moment où il y a une sorte d'indistinction des conduites dans un quartier ou dans une cité. Et je pense qu'une partie du problème de l'insécurité aujourd'hui est liée effectivement aux incivilités qui perturbent le plus la vie quotidienne, aux actes de délinquance qui paradoxalement, on pourra en reparler à propos du trafic, ne dérangent pas forcément tant que ça la vie quotidienne, dans un certain nombre de cas parce que c'est la condition de la pérennité de cette activité lucrative et illicite, mais je dirais qu'il y a autre chose, c'est quelque chose qui est très palpable aujourd'hui, très sensible, encore une fois, ce climat de méfiance, et dans ce processus, la diffusion des drogues illicites, de l'héroïne à la cocaïne, du cannabis, éventuellement même jusqu'aux produits de substitution, cette place des drogues a été centrale et elle a contribué à l'espèce de décomposition des rapports sociaux où l'autre est une menace, où l'autre est plus ou moins soupçonné. Je me souviens d'une anecdote que m'avait raconté quelqu'un avec qui je faisais du travail d'observation et qui me disait, mais tu te rends compte, effectivement les gens, ils sont méfiants vis-à-vis de toi, ils t'ont jamais vu, ils voient que t'es pas du quartier, etc. Mais qu'est-ce que tu crois, ces gens-là? Ils ont un doute vis-à-vis de leurs propres, parfois voisins, ils se demandent si c'est pas une balance. Alors toi, je pense que cette anecdote dit un certain nombre de choses. Alors, c'est ce qui fait que dans un certain nombre de quartiers, en tout cas on l'observe avec Didier Laperoni, au fond on est ensemble, on est dans un village, c'est un thème qui revient souvent, il y a de la solidarité, il y a du lien entre les gens qui passent puissamment par les femmes, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que c'est un acteur très important. On est ensemble, mais en même temps on passe son temps à s'embrouiller, à se disputer, à se taper dessus. C'est ça aussi ce climat d'insécurité que l'on peut vivre, alors du fait d'un effondrement des collectifs, très important, c'est-à-dire du fait que chacun soit renvoyé à lui-même, et une tendance à se replier sur lui-même, et puis aussi peut-être parce que ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que pour une bonne part, les habitants des cités souhaitent adhérer au modèle de la classe moyenne, et se vivent elles-mêmes comme des classes moyennes pauvres. Et dans le modèle classe moyenne, c'est l'individualité qui est dominante. C'est pas du tout le collectif. Donc disons, il y a des forces sociales qui font que ce climat de méfiance ou de démarquage systématique entre les gens s'amplifie. Au fond, la question que se posent les gens aujourd'hui, c'est comment vivre normalement. Et là, on redescend à un niveau vraiment extrêmement banal. Je m'en excuse si c'est le cas, mais cette espèce de coupure qui peut exister aujourd'hui, et le fait que les gens, pour une partie dans leur vie quotidienne, se débattent avec des situations qui sont anormales et expriment en même temps le fait de pouvoir vivre normalement, c'est-à-dire dans le respect des règles, des droits, dans le respect de la citoyenneté, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.
Alors je dirais que, tout en ayant un œil sur le chronomètre, c'est que la situation très concrète dans laquelle se retrouvent un certain nombre de quartiers, c'est une espèce d'effet tenaille entre d'un côté les réseaux et d'un autre côté la police. D'un côté, les réseaux, effectivement, de trafiquants, ce qu'on appelle le business, jouent un rôle très important parce qu'ils introduisent de la régulation, du contrôle, de la contrainte, on le sait bien. Paradoxalement, les réseaux constituent un facteur d'organisation sociale. On en est là aujourd'hui. Et cette organisation sociale ne serait pas possible sans une certaine complicité. Je dirais, ils ont peut-être tort de faire ce qu'ils font, mais en même temps, qu'est-ce qu'on leur mène la vie dure aux jeunes? Bien. Donc on a une certaine ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois on est pris en otage, mais en même temps on est proche. On est proche dans un certain nombre de cas. À l'égard de la police, on sait que les rapports entre les institutions et les habitants des quartiers sont compliqués. On sait qu'ils sont particulièrement tendus vis-à-vis de la police. Je ne parle pas simplement des jeunes. La police, d'une certaine manière, ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est d'être absente, de mettre du temps à venir, d'être parfois agressive, voire violente, mais en même temps elle est nécessaire. Ce que disent beaucoup de maires lorsqu'on fait des entretiens, c'est « mais la police, nous, il n'y a pas de problème, on en veut ». Mais on ne veut pas qu'ils interviennent comme ils interviennent parfois quand ils gazent nos jeunes ou qu'ils matraquent éventuellement les personnes qui s'interposent. Donc, il y a une pression aussi policière qui est forte sur les quartiers. J'étais samedi dernier dans le quartier de la Viste à Marseille, dans le 15e arrondissement. Les femmes me racontaient qu'elles avaient l'habitude de s'approprier l'espace public. Elles ont l'habitude de descendre, de partager les salades, de manger ensemble. Il se trouve que c'est une zone de sécurité prioritaire. La police intervient et dit aux gens « rentrez chez vous ». Bien. On se retrouve quand même dans des situations où la pression, vous voyez, je ne suis pas dans un film CRSSS, c'est pas du tout ça, mais cette pression, elle est quand même importante. Alors comment desserrer les taux? Comment desserrer notamment cet étau où là on n'est pas dans le sentiment d'insécurité ou dans la méfiance, on est dans une insécurité réelle. Eh bien, il me semble que travailler à long terme sur la modification de la loi de 70 qui régit les infractions à la législation sur les stupéfiants, il me semble que travailler à long terme sur la modification de cette loi devrait être une priorité pour justement relâcher la pression qui existe, cette espèce d'effet tenaille, pour reproduire peut-être de la confiance, pour redéfinir les missions. Est-ce que ce qui est important, c'est d'interpeller les petits usagers ou de lutter contre les grands trafics? Il me semble que cela suppose un travail de longue haleine, des intermédiaires, un cheminement, mais qui permettrait, alors le cheminement ça passe, Daniel Vaillant en parlera probablement par l'officialisation du cannabis thérapeutique, donc il y a des choses quand même qui se font à petits pas. Ça c'est un point important. Et si vous me laissez juste encore une minute, je pense que ce qui est important aussi, c'est de retrouver de la démocratie, de réintroduire du politique dans les quartiers. Ce qui me frappe quand même beaucoup, c'est la variété, la complexité, la diversité des initiatives qui viennent du bas, qui sont dans leurs multiples aspects. Mais en même temps, il y a des forces des quartiers, ce que j'appelle des forces des quartiers. Ce sont les femmes, ce sont des jeunes, ce sont des rappeurs, ce sont des collectifs, ce sont des associations. Et d'ailleurs, on ne les oublie pas, on sait qu'elles ont un certain poids, ces associations, y compris les associations culturelles ou encore religieuses. Et le problème, c'est qu'on leur met des bâtons dans les roues. Le problème, c'est que ces associations, ces forces des quartiers, elles se butent constamment à des freins institutionnels, à des blocages, parfois bureaucratiques. Et donc, il me semble que, justement, réintroduire du politique, ça serait ouvrir des espaces pour le dialogue. Pour vous donner un exemple, et je m'arrête là-dessus, à Saint-Ouen, quand il y a eu le problème qu'il y a eu à Rago, il y a eu effectivement une intervention forte de la police et qui était sans doute nécessaire. Et en même temps, il y a eu une mobilisation des habitants. Et en même temps, il y a eu une appropriation des espaces publics par les habitants. Qu'est-ce qui a été le plus décisif par rapport à la situation telle qu'elle existe aujourd'hui? Les CRS ou les habitants? Sans doute les deux, mais ça peut permettre de faire réfléchir aussi sur l'efficacité du pouvoir de mobilisation des habitants, ce qui suppose, pour que ce pouvoir soit réel, en même temps qu'on laisse des espaces et qu'on ne cherche pas à un peu verrouiller ces espaces de mobilisation, ce qui est peut-être une tendance naturelle, mais une tendance qui ne fait pas le jeu de la démocratie. Or, il me semble que, encore une fois, dans les quartiers, au-delà de la question très complexe de l'insécurité, on a besoin de considérer qu'au fond, l'intégration politique est première sur l'intégration sociale et qu'en considérant des gens comme des citoyens, on avancera beaucoup. Je vous remercie de votre attention.